Tropique Soir, Jean-Jacques Seymour reçoit François Asselineau, président de l'UPR. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et l'actualité fait bien les choses puisque nous venons d'apprendre le nom du Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient de Les Républicains. Alors tout de suite, votre réaction. Écoutez, d'abord plusieurs réactions. La première, c'est que Édouard Philippe, la presse en parle déjà, c'est quand même quelqu'un qui a été, vous savez, comme les saumons, il a remonté tous les courants. Il a été au Parti Socialiste, après ça il a été aux Républicains, maintenant il va à la gamelle à En Marche, etc. Je rappelle que ce monsieur Philippe, il y a encore quelques jours, avait été d'une part le bras droit d'Alain Juppé pour la campagne pour la primaire des Républicains, et puis il y a encore quelques jours, il avait publié des messages tweets, des choses quand même assez sévères contre Macron. Il avait rappelé notamment que M. Macron, ça rappelait le chef de la garde prétorienne sous l'empereur Tibère, qui avait assassiné Tibère avant de se faire assassiner par Caligula. Voilà un petit peu ce qu'il avait dit de Macron. Même moi, j'ai jamais osé dire ça. Le voilà maintenant catapulté Premier ministre. Bon, ça c'est la première chose, ça veut dire que tous ces gens n'ont ni cœur ni honneur. La deuxième chose, c'est que on est en train d'assister à une formidable, non pas recomposition, mais décomposition de la scène politique française, puisqu'en fait les Français sont en train de découvrir ce que tout le monde savait, mais on faisait encore semblant, c'est qu'il n'y a en fait aucune différence entre la droite et la gauche. Ce sont des différences uniquement de logo. Vous savez, c'est comme les lessives. Vous avez la même lessive avec des noms différents. En réalité, entre les Républicains, le MoDem, M. Bayrou, le Parti Socialiste, qui maintenant est en pleine déroute, et puis ce nouveau mouvement qui s'appelle En Marche, on assiste en fait à... on voit que ce sont des gens qui sont interchangeables. Ils sont totalement interchangeables. Leur programme commun, c'est la soumission de la France à la construction européenne et donc à une oligarchie. Alors là, on entretient il y a eu un suspense qui a été entretenu, on ne sait pas très bien pourquoi. Monsieur Macron a fait savoir qu'il comptait être le maître des horloges. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pense qu'il est le roi des cloches. On a fait attendre 6h30, là. Voilà, on a fait attendre 6h30. Alors déjà le maître des horloges, c'est pas de lui, c'est un titre d'un livre de gestion publique qui date de 1991, parce que monsieur Macron, je crois, il aime bien se servir dans les idées des autres. Et puis si le seul pouvoir de monsieur Macron, c'est de faire attendre pendant 6h30 les journalistes, c'est un peu piteux. Parce que la véritable information du jour, outre la nomination de M. Philippe, c'est qu'il part dardard pour aller faire un acte de soumission, d'allégeance à Mme Merkel, à la chancelière d'Allemagne. Moi, je trouve assez extraordinaire que les journalistes se font semblant comme si c'était tout à fait normal que le président de la République française se rende, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Monsieur Hollande. C'est également ce qu'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, mais lui, il avait attendu un jour ou deux avant d'aller voir le chancelier d'Allemagne. On a des journalistes qui font comme si c'était tout à fait normal, mais c'est pas normal. C'est absolument pas normal que le chef de l'État français se précipite pour aller voir un chef de gouvernement, même en termes protocolaires. Je suis désolé, Madame Merkel, c'est l'homologue de Monsieur Philippe. Elle n'est pas le chef de l'État. Il y a un président de la République fédérale d'Allemagne. Donc en termes protocolaires déjà, les présidents devraient rencontrer les présidents. Alors il est vrai qu'en Allemagne, le président de la République fédérale d'Allemagne n'a pas le pouvoir exécutif comme c'est le cas en France. Mais enfin, je trouve que cette précipitation qui est là montre que, en fait, Monsieur Macron, à mon avis, agit sur instruction, ou si c'est pas sur instruction, il est dans un univers mental, psychologique, où on lui fait comprendre qu'il faut absolument passer sous les fourches caudines de Berlin. Voilà comment je vois les choses. Alors maintenant, il y a une autre conséquence, enfin il y a beaucoup de conséquences qui viennent de se produire, et puis c'est très évolutif. Je pense que les Républicains sont dans une situation très mauvaise. Parce que j'imagine que Monsieur Philippe... On vient de casser les Républicains, là. Je pense que Édouard Philippe... D'abord, Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui a 44 ans, qui n'a jamais que 5 ans de plus que Monsieur Macron, qui porte bien, qui a fait à peu près les mêmes études. Il a fait l'ENA. Au lieu de prendre l'inspection générale des finances, il a pris le Conseil d'État. Moi, je pense qu'à horizon de 3 à 6 mois, vous allez voir que les deux hommes vont commencer à se bouffer le nez, parce qu'il y en a un qui va vouloir être calife à la place du calife. C'est systématique, mais a fortiori, quand vous avez deux personnalités aussi comparables. Mais les Républicains, il va y avoir un problème. Parce que il y a la stratégie, vous savez, Vauquier, Barouin, etc., qui exige que ça ne soit que quelques débauchages individuels.
Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être, vous savez, comme ces quelques débauchages individuels à gauche qu'avait réussi Nicolas Sarkozy, ça n'avait mené en fait à rien du tout, ou bien est-ce que ça va être un mouvement de fond plus important? C'est-à-dire, est-ce que le Premier ministre Édouard Philippe va attirer au gouvernement, va pouvoir nommer au gouvernement avec l'assentiment du président de la République et avec l'assentiment des Républicains, et avec l'assentiment des intéressés, 4, 5, 6 personnes au gouvernement. On parle beaucoup, moi je pense que M. Estrosi, il a pris un ticket pour y aller. Je pense également, on parle de Madame Sylvie Goulard. Alors elle n'était pas, je crois pas aux Républicains, elle était plutôt chez les centristes. Mais enfin, on pourrait Madame Sylvie Goulard. On parle aussi de Nathalie Kosciusko-Morizet. On parle d'un certain nombre de personnalités comme ça. Si effectivement il arrive à faire entrer au gouvernement 4 ou 5 ou 6 personnes venant des Républicains ou de la droite, à mon avis, les Républicains vont être dans une sacrée panade. Je pense que ça va être très très difficile pour eux, notamment pour les législatives, parce qu'ils sont dans une situation, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils sont le porte-parole maintenant de monsieur, ils ont présenté un candidat, monsieur Fillon, qui a été sèchement battu parce que il avait, c'est plus qu'il avait des casseroles, c'était un orchestre qu'il avait au Basque avec toutes ces casseroles. Donc ils apparaissent comme un parti en pleine déroute, pareil pour le Parti socialiste. Et vous vous situez dans quel contexte là? Nous, quand je dis vous, c'est l'UPR. Oui, l'UPR. Alors l'UPR, vous l'avez vu, moi j'ai fait un résultat un petit peu inférieur à 1% des suffrages. C'est un échec pour vous? Un échec, c'est décevant. C'est décevant. Moi j'espérais honnêtement, je n'avais pas de données de chiffres, mais j'espérais qu'on ferait aux alentours de 2 à 3%. On a fait 1%, un petit peu moins, 0,92. C'est effectivement très très décevant. Cela étant, je rappelle que c'était la première fois que je me présentais, que j'étais la seule personnalité réellement nouvelle parmi les 11 candidats. Les 10 autres étaient à des titres divers et variés, étaient connus. Je rappelle également que les résultats aux élections dépendent assez étroitement du nombre d'heures passées dans les médias. Monsieur Macron a bénéficié d'une propagande éhontée qui fait qu'il a été élu contre la volonté profonde du peuple français. Le problème de M. Macron, c'est qu'il se retrouve à 39 ans à la tête de la République française, par effraction, et je pense que tout ceci nous annonce des journées et des jours difficiles. D'ailleurs, si j'en juge à ce qui vient de se passer aujourd'hui, les 6h30 mises pour accoucher d'un nom dont tout le monde était au courant depuis 3 semaines, c'est quand même un phénomène, c'est un détail, mais c'est un phénomène quand même très étrange. Il n'a, à mon avis, que 2 explications. Soit Monsieur Macron est un pervers narcissique qui prend malin plaisir à se donner le rôle du type qui fait attendre les gens par plaisir. Soit il y a des gros problèmes de tractation, de politique aérienne dans les coulisses. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il y ait à la fois l'un et l'autre. Oui, voilà. Mais pour vous, vous avez été victime, complètement d'ailleurs, de la propagande médiatique qui est conduite depuis des années. Alors, effectivement, nous avons été victimes de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a eu à la fois cette propagande, une propagande qui non seulement j'ai été très peu médiatisé. À chaque fois que je passais, pendant les 3 premières semaines, on m'a traité de nom d'oiseau, on a dit que j'étais conspirationniste, etc. Bon, tout ça pour m'empêcher de développer le programme. Et puis, il y a eu aussi un phénomène dont on a pâti, ça a été le phénomène de ce que on a mis dans la tête des Français qu'il fallait qu'ils votent utile au premier tour pour le deuxième tour. De telle sorte que nous, on a beaucoup de nos sympathisants qui trouvaient on a eu énormément de messages de gens qui disaient oui, c'est formidable, mais finalement, je vais pas voter pour M. Asselineau parce que je vais voter utile, c'est-à-dire je vais voter pour M. Mélenchon ou pour Mme Le Pen, c'est-à-dire des gens qui pensaient que M. Mélenchon ou Mme Le Pen seraient au deuxième tour. Ça a été le cas de Mme Le Pen, ça n'a pas été le cas de M. Mélenchon. Et le résultat des courses de ce vote prétendument utile, c'est qu'en fait, c'est Macron qu'on a à l'Élysée. Alors je pense que au moment des législatives, parce qu'il faut parler maintenant de l'avenir, il va y avoir les élections législatives dans quelques semaines, dans moins d'un mois. C'est le 11 juin pour le premier tour. Nous présentons des candidats absolument partout. Vos listes sont prêtes. Sont prêtes. Pour l'instant, il n'y a que deux endroits où nous n'avons pas de candidats, parce que ce sont des territoires très éloignés. On a quelques adhérents, mais qui ne souhaitent pas être candidats. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est Wallis et Futuna. Mais sinon, nous avons des candidats partout, y compris aux Antilles, en Guyane, à l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est en Nouvelle-Calédonie que nous avons fait le meilleur score national pour la présidentielle. J'ai fait 2,4%.
Et puis nous avons des candidats partout, dans toutes les circonscriptions de métropole et de Corse, et moi-même je suis candidat dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, avec Aulnay-sous-Bois, Bondy Sud-Est et les Pavillons sous-Bois, qui est l'une des circonscriptions de France où j'ai réalisé le meilleur score avec 2,02%. Maintenant on regarde l'avenir, et j'espère que les gens vont maintenant ne plus voter en fonction par des calculs comme ça de billard à 3 bandes, en disant je vais voter utile. Je pense qu'ils vont voter, il faut qu'ils votent en fonction de leurs convictions. Et je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui connaissent l'UPR, qui ont trouvé que j'avais fait une campagne très différente des autres, ce que je crois vrai, et où moi j'ai été le seul à mettre sur la table la question européenne, dont on voit bien qu'elle est au centre des débats. On voit bien que M. Macron, il va se faire taper sur les doigts par Mme Merkel dans quelques heures, qui va exiger qu'on taille dans les dépenses publiques françaises. Moi, j'ai été le seul à mettre ça noir sur blanc, à parler des grandes orientations de politique économique. J'ai même déchiré le rapport des grandes orientations de politique économique fixé par la Commission européenne. Je l'ai déchiré devant les caméras. Alors que vous avez pu voir que M. Mélenchon d'un côté et Mme Le Pen de l'autre, ils ont noyé le poisson. M. Mélenchon a fini par avouer qu'en aucun cas il voulait sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Et Mme Le Pen a changé aussi de discours entre le premier et le deuxième tour, accompagné en cela par l'inénarrable Nicolas Dupont-Aignan, qui a commencé à plastronner qu'il allait être le Premier ministre de Mme Le Pen. D'ailleurs, au passage, c'est quand même assez scandaleux ce genre de comportement. Est-ce que vous imaginez des gens qui vote pour M. Dupont-Aignan, qui dit M. Dupont-Aignan, ni système ni extrême, jamais je ne ferai quand même... Bon, les gens y votent pour lui, et à l'issue du premier tour, fort des voix qu'il a obtenues, il fait un accord avec Mme Le Pen. Je veux dire, c'est vraiment la trahison totale. Mais comment est-ce que des électeurs peuvent encore faire confiance à des gens comme ça, ou à Madame Le Pen qui, entre le premier et le deuxième tour, s'est rendu compte d'un seul coup qu'il fallait plus sortir de l'euro. Comment est-ce que les Français, les électeurs, peuvent-ils faire confiance à ça? J'espère, pour ce qui me concerne, que les gens qui me suivent, et nous avons des millions de gens qui ont découvert l'UPR à cette occasion, le nombre de nos adhérents est passé de 14 000 à 28 000 adhérents, c'est énorme. Nous avons quand même si notre score est décevant, on est passé de 189 000 électeurs aux élections régionales de 2015 à 332 000, donc on a eu une augmentation de 75%. J'espère que cette augmentation va être confirmée lors des élections législatives. J'espère que là, les Français, au premier tour en tout cas, ne vont pas se dire « je vais voter utile ». Le seul vote vraiment nouveau et vraiment utile, c'est l'UPR. Alors, et si ces législatives, voyons l'avenir, se soldaient par une nouvelle déception? Quel est l'avenir du mouvement? Comment vous l'envisagez-vous? Écoutez, il y a deux façons de faire de la politique. Il y a faire de la politique pour avoir des postes, et puis il y a faire de la politique parce qu'on veut le bien de ses concitoyens. Bon, moi, je suis désolé, si j'ai créé l'UPR, j'avais 1000 raisons de ne pas le faire. Moi, j'ai les mêmes diplômes que M. Macron ou que M. Édouard Philippe. J'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA, je suis sorti dans un très grand corps. J'aurais pu avoir une carrière, il suffisait que j'aille aux Républicains ou au Parti Socialiste, j'aurais eu la même carrière qu'eux. Sauf que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fais de la politique parce que la France est en train d'être détruite. Parce que notre pays, notre liberté collective, notre niveau de vie est en train d'être détruit. Donc il ne faut pas compter sur moi pour changer de discours. D'ailleurs, quand j'ai créé l'UPR, j'ai verrouillé le système parce que nous avons une charte fondatrice et nous avons un des statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Et dans les statuts, il est précisé que l'UPR, l'Union populaire républicaine, a pour vocation la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et nous avons une charte qui le précise, de telle sorte que ça serait contraire au statut même qu'on commence à dire, non, finalement, on va faire une autre Europe. Alors, il faut bien voir au passage que ce que je propose, et tous les gens qui m'ont rallié le proposent, c'est un changement considérable. On se heurte de front à une oligarchie, on se heurte de front aux vrais détenteurs du pouvoir. Vous comprenez bien, les Français, quand même, il y a de plus en plus de Français qui comprennent que M. Édouard Philippe, que M. Hollande, que M. Macron, c'est pas eux les vrais décideurs. Les vrais décideurs, ils sont ailleurs.
Il faut savoir, ça circule sur Internet, que Monsieur Édouard Philippe, il avait été reçu, c'était en juin de l'année dernière, il avait été reçu par le groupe de Bilderberg, en Suisse, où on avait vérifié qu'il correspondait à cette espèce de réseau international qui vérifie si, dans le monde occidental, tout le monde marche du même pas vers la mondialisation. Donc, en réalité, monsieur, il n'y a rien à attendre de ce qui va se passer. Le gouvernement actuel va faire exactement la même chose que le précédent. On a changé, on a ripolliné la façade, on a mis des gens plus jeunes. C'est d'ailleurs une stratégie intercontinentale. Rappelez-vous, Matteo Renzi, c'était le beau mec en Italie, il avait le même âge que Macron, je crois 38 ans. Il a été président du Conseil italien, ça s'est terminé comme un désastre. Il y a la même stratégie au Canada avec Justin Trudeau, c'est un type qui a aussi moins de 40 ans, je crois, comme ça, le style. En fait, ils ont des physiques de présentateurs de 20 heures à la télé. Le jeune premier. Oui, et c'est exactement ça. En fait, Monsieur Macron, il a le physique de quelqu'un qui présente le 20 heures. Voilà. Alors effectivement, ça épate un petit peu la galerie. En France, les gens se disent il est jeune, etc. Malheureusement, dans le corps électoral, il y a des gens qui s'intéressent pas beaucoup à la politique et qui ont des raisonnements un petit peu superficiels, et quand je dis un petit peu, c'est gentil, qui ont des raisonnements primaires et qui disent tiens, lui il est mignon, lui il est jeune, etc. Ça va changer. Non. Ça va rien changer. Ça va changer en pire. C'est ça le truc. Et pour revenir à votre question d'emblée, même moi, si vous voulez, je persiste et signe. Je pense que les analyses que je fais sont les bonnes. D'ailleurs, tous les événements ne cessent de nous donner raison. Et puis, de plus en plus de Français qui me découvrent vont dans ce sens. Imaginez quelqu'un qui aurait dit à Charles de Gaulle, à la fin 40, ou je sais pas, ou au mois de septembre 1940, en fait, 98% des Français sont derrière Pétain, donc il va falloir que vous changiez votre discours, parce que c'est vrai, de Gaulle, fin 40, il y avait personne qui l'avait rejoint. Il avait dit d'ailleurs, à la fin 40, il avait dit qu'il avait été rallié par quelques dizaines de personnes. Il avait dit, j'avais avec moi quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Sein. Il avait quasiment personne à la fin de l'année 40. Et c'est une anecdote que j'aime à citer parce qu'elle est magnifique. C'est qu'il a fêté le 25 décembre 40, il a fait une petite réception pour Noël. C'était dans l'immeuble de Carlton Garden que lui avait loué gratuitement Winston Churchill. C'est pas très loin de Oxford Street, c'est à Londres. Et pour fêter Noël, il y avait une petite réunion. Il y avait très peu de monde avec lui. Et il y a une dame de la gentry britannique, une lady, qui vient le voir et qui lui dit, alors, mon général, comment va la France? Et c'est en décembre 40, la France, elle est au fond du trou, et la France libre, ça n'a pas marché, en fait. Il y a très très peu de gens. Et De Gaulle se redresse et lui répond, très bien, madame, elle nous enterrera tous. Voilà, ce qui faisait la force, l'âme de la résistance, c'est de ne pas se laisser abattre par des résultats qui peuvent être décevants. Vous savez, De Gaulle, son expédition à Dakar en 40, ça a été la catastrophe. Il faut pas se laisser abattre par des résultats qui peuvent paraître décevants. Il faut garder la foi et la flamme. Moi, je dis à toutes les personnes qui m'écoutent, le système en ce moment est aux abois. Ils sont en train de sortir des jeunes premiers comme ça, des figures de cinéma pour essayer de faire passer la pilule. Ça ne marche pas. L'euro va finir par exploser. Madame Merkel va exiger encore, d'ailleurs elle n'est pas la seule, Monsieur Juncker, dès lundi suivant l'élection, l'Union européenne a exigé de Monsieur Macron qu'il poursuive et qu'il aggrave la politique de rigueur. On sait ce qui va arriver. Et d'ailleurs, la grande information de la semaine, ça va avoir lieu après-demain, le 17, puisque c'est le 17 mai que va être rendu public, je crois, le rapport annuel des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne à la France. Et donc on va savoir ce que, à Bruxelles, on a décidé que serait la politique française. Alors là, c'est du sérieux. C'est pas les discours complètement vides et creux et bourrés de formules de marketing que M. Macron a balancé devant le public qui venait le voir dans ces réunions. C'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Moi, je suis là pour tenir la barre et pour aller toujours dans la même direction. Je suis convaincu
que l'avenir va nous donner raison. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.